Alors, comment on va procéder, Sarah? On va procéder d'abord par la présentation du panel. Donc Michel va vous présenter un par un, mais brièvement, parce qu'on court un peu après le temps. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Et puis après, moi, je vais vous demander vraiment vos clés d'avenir en 4 minutes maximum chacun. Au plus c'est concis, au plus c'est mieux, puisque ça nous donne plus d'espace pour la discussion. Et c'est vos clés d'avenir vers une société où chacun peut avoir ou développer une activité professionnelle mobilisante et gratifiante. C'est un petit peu ce que nous rêvons pour nos enfants. On va un peu faire. Hein, il y a encore un peu de travail. Et l'idée de ce sommet, c'est vraiment d'aller un maximum vers les solutions concrètes que vous avez. On sait que vous en avez plein. On sait que c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Et donc, on a envie de connaître ces clés, vos astuces, ces projets qui sont déjà mis en place et qui peuvent être répliqués, qui permettent vraiment d'amener chacun à trouver une place qui fait sens pour lui dans le milieu du travail et qui lui permettent cet épanouissement. Avant ça... Alors voilà, on va aller cette fois-ci de droite à gauche pour changer. Nous avons à droite, notre ami Jeroen Fransen de Agoria. Agoria, qui est la fédération de l'industrie lourde, mais également de l'industrie technologique et donc digitale, etc. Et donc Agoria a commis une étude qui a été un petit peu quand même complice à ce coup de pied qu'on a reçu sur, il y a un souci à horizon 2030. L'étude qui s'appelle Be the Change, elle est disponible en plusieurs langues sur Internet. Et donc, il nous a vraiment dit, il y a une vraie urgence de réfléchir la façon dont on travaille et surtout dont on forme et dont on prépare nos ressources humaines pour l'avenir. Donc, Jeroen. Ensuite, nous avons notre ami Arnaud Legrel, qui travaille en tant que directeur général, non directeur, c'était quoi encore? Directeur régional, c'est ça, hein? Mais pour nous, t'es les grands patrons, donc c'est toujours... Mon big boss. C'est la tête pensante, en fait. Avec Arnaud, qui est partenaire dans plusieurs crimes, c'est-à-dire où on réfléchit, on est ensemble dans le On parle plus de crimes maintenant, on a dit Michel. C'était avant, ça. Plus de crimes, c'est non, fini. C'est fini. On va aller en prison. Oui, non, mais maintenant, on est positif. On est toujours positif. On est là pour bouger les lignes, voilà. Et donc, ensemble, bouger les lignes. Donc, Fédergon, la fédération des entreprises intérimaires, des entreprises d'outplacement, donc vraiment aux toutes premières loges de ce qui se passe dans ce secteur-là. Également, on peut le dire, comme hobby militaire, officier, il part en mission secrète une fois de temps en temps, on ne sait jamais ce qu'il fait. Donc à mon avis, ça doit être très secret. Mais donc c'est intéressant parce qu'également, la défense a également de grands enjeux par rapport à l'emploi et le recrutement. Christophe, également, les mains dans le cambouis du coup, pendant et après le confinement en particulier, il y a une centaine de personnes à gérer. Et là, c'est vraiment le retour direct de comment ça se passe en vrai sur le terrain et comment les gens réagissent face à tous ces changements. Et donc, il y a la barre de comédie d'entreprise d'une centaine de personnes, voilà. Et Sandrino Gracefa, qui est Senior Research Consultant chez IDEST. Et tu nous raconteras un peu ce que c'est, parce qu'on ne se connaît pas encore. On sera ravis de profiter de cette occasion pour apprendre à se connaître, avoir un regard aussi d'expert sur la question. Et donc, cette intelligence collective extrêmement diversifiée, mais de terrain. Quoi? Co-fondateur de Smart. Co-fondateur de Smart, oui, Smart qu'on utilise et qu'on ne présente plus, évidemment. Donc j'ai pu bénéficier aussi. Smart, super. Oui. On est des grands fans et des grands clients, évidemment. Et donc, ça a été vraiment un des grands nouveaux acteurs sur le marché du travail qui a permis à des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes d'être capables d'avoir une vraie place. Mais pour moi, ça a été le cas. Donc, merci, ça me permet de remercier. Ça m'a permis de créer mon emploi grâce à la Smart. Merci. Voilà, alors je propose d'ouvrir le débat, mais commençons par la droite du coup. Voilà, Jeroen. Et en temps réel, nous avons Hugo qui va mettre en carte, en systémique, en visualisation systémique, toute notre conversation, étant donné que la collaboration est importante, les liens sont importants, il va faire le lien entre tous les connecting the dots, en fait, c'est ça, et le produit sera visible, on vous donnera le lien. Et donc, si après vous voulez rajouter aussi des éléments, vous pouvez aller voir Hugo pour vérifier, corriger, compléter la carte par après. Voilà, merci pour l'introduction, merci pour l'accueil qui était très chaleureux. En fait, pour mes idées, je me suis focalisé ou je me suis basé sur 3 constats. Un premier constat, en 2022, fin 2022, pour la première fois dans l'histoire de notre pays,
la demande de main-d'œuvre, tout secteur confondu, sera plus importante que le nombre de personnes disponibles pour le travail. C'était d'abord prévu fin 2021, mais bon, la crise Covid a reporté les choses un peu. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue en Belgique. Deuxième constat, le contenu de chaque job va changer entre 2020 et 2030. Donc chaque job sera impacté par la digitalisation. Une mise à jour permanente des compétences numériques sera donc clé, sera essentielle. Et troisième constat, les secteurs les plus impactés par un mismatch sur le marché du travail, à la fois quantitatif et qualitatif, c'est le secteur des soins de santé, c'est le monde de l'enseignement et c'est le secteur numérique. Et alors donc lié à ces trois constats, j'aimerais vous présenter 3 idées pour le futur du travail. Première proposition, pour une carrière complète, tout le monde devra avoir travaillé 600 jours dans un projet en tant que professeur ou en tant que soigneur. Donc 3 ans pour toute une carrière. Bien sûr, on pourrait aussi s'imaginer des tâches comme responsable de transmission de connaissances en interne d'une entreprise, mais aussi une période de soigner ses parents ou un de ses proches, en fait. C'est en faisant ça qu'on va pouvoir tout doucement diminuer la pression d'une demande fortement croissante dans les secteurs concernés que je viens de mentionner. Deuxième proposition, toute formation supérieure devrait être organisée de manière en alternance. Donc une partie à la haute école, mais une partie assez importante aussi au sein de l'entreprise. De cette façon, les gens vont pouvoir développer leurs soft skills et apprendre à collaborer de manière interdisciplinaire, beaucoup plus. Donc on va croiser les deux mondes. Les autres écoles vont donc devenir un peu plus plateforme professionnelle, tandis que les entreprises feront partie d'un écosystème pédagogique. Et dernière proposition, on va devoir créer des parcs d'amusement pour les inactifs. Des parcs où ils peuvent expérimenter, où ils peuvent découvrir leurs talents, où ils peuvent se former en faisant. Un endroit stimulant, un endroit motivant, et ce qui est important, où l'échec est permis. Donc il va falloir créer des safe zones d'activation. Et donc je vous répète mes 3 idées. 600 jours pour tout le monde comme formateur ou comme soigneur. Chaque formation devrait être organisée en alternance et il faut créer des parcs d'amusement pour activer les inactives. Voilà mes 3 propositions. Super. Je suis curieux de ce que vous en pensez. Merci, c'était super clair. Je n'ai même plus besoin de les résumer ou de les reprendre. Voilà, c'était une clarté limpide. Merci beaucoup. Voilà, Arnaud, je vais vous demander de prendre la parole à votre tour pour nous partager vos clés d'avenir. Bon. Eh bien, dans les clés d'avenir, d'abord peut-être une chose, 10 ans, tout à coup, enfin en pensant en 2030, je me suis dit c'est très loin, mais non, 2030 c'est 10 ans, donc ça a réduit tout de suite mes ambitions, j'ai biffé l'essentiel de mes idées. Moi j'ai noté en fait 4 défis qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux que Jeroen a mentionnés, même s'ils se recoupent. Le premier, c'est un défi démographique. Hein. Nos vieux quittent le marché du travail, même si on leur demande de travailler plus tard. On a un phénomène migratoire qui est important aussi. Et donc, il y a des enjeux démographiques très importants et qui sont liés à des éléments de connaissance. Le deuxième, c'est évidemment, là je suis tout à fait raccord avec Jeroen, c'est des défis technologiques. On a déjà aujourd'hui 4 générations qui travaillent en même temps dans les mêmes bureaux. C'est compliqué et il va falloir que ça tienne encore plus longtemps. Le troisième, c'est des défis structurels parce qu'on peut rêver de tout ce qu'on veut. Il va quand même falloir que le taux d'emploi augmente. Il va quand même falloir financer des biens collectifs, etc. Donc, ça, on n'échappe pas à des éléments de rationalité tout à fait durs.
Et le quatrième, c'est la réalité institutionnelle. Dans 10 ans, je crains qu'elle ne soit encore plus compliquée en Belgique que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et on ne peut pas faire fi de ça. Donc, dans trois pour moi, chantiers qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Le premier, c'est une réforme accélérée de l'enseignement. Ça commence par là. Les effets ne s'en feront pas ressentir directement dans 10 ans, mais il faut le faire avec 2 orientations, les STEM, bien sûr, et les langues. Dans l'enseignement, deuxième grande réforme, c'est une orientation dès le chemin du primaire. Ça existe dans d'autres systèmes d'enseignement que le nôtre. Et c'est une connexion permanente dès le primaire des enseignants et des élèves avec le monde du travail. Je n'ai pas dit forcément entreprise, mais le monde du travail. Je crois que c'était le seul bénéfice du régime soviétique, c'est que les professeurs n'étaient nommés que pour 5 ans. Deuxième grand changement que je voudrais voir, c'est l'unification d'un statut neuf mais unique pour les salariés du privé, pour les fonctionnaires, pour les indépendants et toute autre forme de travail. Le but étant de permettre une refonte complète de la vision de la vie et des besoins qui doivent être financés pendant la vie de travail, après la vie de travail, etc. Et le troisième chantier, c'est la nécessité de mettre en place des chiens d'aveugles, c'est-à-dire des guides en matière d'accompagnement RH pour les individus, parce qu'on se déconnecte soi-même de son environnement, on ne sait pas où on est bon, on ne sait pas là où on peut être bon, on ne sait pas où on peut être bon en dehors de l'univers où on est actif, donc il faut être aidé. Et il faut aider les entreprises à optimaliser la gestion de leur main-d'œuvre. Je trouve par exemple encore scandaleux qu'on puisse aujourd'hui avoir des gens que l'on tue au sens propre au travail parce qu'ils effectuent des tâches qui sont trop lourdes, trop mauvaises au plan physique. Il faudrait pouvoir organiser des mutations organisées, paisibles, saines dans le monde du travail pour permettre un travail plus long. Voilà 3 chantiers, à mon avis, indispensables pour les 10 ans à venir. Super. Merci beaucoup. Donc, très intéressant, ça complète assez bien. Donc, c'est vrai qu'on voit ce besoin de reformer aussi l'enseignement si on veut un marché du travail qui peut fonctionner, qui peut être épanouissant. Tous les deux, vous partez déjà du constat aussi qu'il faut partir de l'enseignement, qu'il y a des réformes à ce niveau-là. Et aussi que chacun puisse trouver sa place. En fait, c'est cette connaissance de soi qu'on n'a pas non plus au niveau de l'enseignement qui est nécessaire pour savoir mais en fait, quel est le métier qui peut me correspondre et comment est-ce que je peux m'épanouir là-dedans. Super, merci beaucoup. Christophe, j'ai à ton tour de donner les clés. Pour moi, c'est l'avenir du marché du travail est un petit peu comme quand on commence une réunion avec une minute de silence. C'est perturbant, c'est inattendu, on se demande même parfois, au sens rationnel du terme, pourquoi ça vient là dans un milieu professionnel. Eh bien, je pense que l'avenir du marché du travail est aussi inattendu et perturbant pour ceux qui y sont aujourd'hui, parce que le monde évolue de plus en plus vite. On a un choc technologique, on a des besoins entre les besoins du marché et les besoins personnels où on a beaucoup de mal à faire le lien. Donc on parlait ce matin de Ikigai. Je me demande, c'est une question sincère, c'est qui se lève le matin en étant réellement motivé d'aller accomplir son travail. Voilà, je pense qu'ici, et ça fait plaisir de voir que... J'ai vu dans l'équipe, il y en a qui n'ont pas levé leurs bras là, ceux-là je les colle lundi matin sur le tapis. Heureusement, Oui. dans ce genre d'expérience et de milieu ici, et je pense que c'est ça qui fait tout l'attrait d'Extrapreneur et de ce genre de programme, mais dans une entreprise lambda... pour le citoyen moyen, est-ce que vraiment, si on lui donnait un revenu universel ou s'il n'avait pas besoin de payer son loyer, qu'est-ce qu'il ferait ? Quel serait son moteur ? Quel serait son projet ? Est-ce qu'il ferait une tâche, plusieurs métiers ? Est-ce qu'il serait salarié, indépendant ? Voilà. Et je pense que la réflexion doit être poussée collectivement et de se dire, mais est-ce que si tout le monde était heureux de faire ce qu'il fait, tout ne fonctionnerait pas mieux ? Et là, donc, on va reprendre un exemple concret. Dans une entreprise, on engage quelqu'un pour un type de profil, comme si pendant toute sa carrière, il allait être amené à faire une série de tâches qui sont limitées au profil de fonction qu'on lui a donné.
On le voit aujourd'hui, 2020, tout le monde s'enjaillait de se dire qu'on passait une nouvelle dizaine, et 3 mois après, on se retrouve complètement confiné à ne plus pouvoir travailler pour la majorité de la planète. Et aujourd'hui, on doit se déconfiner avec toute une série de nouvelles contraintes. Qui aurait pu anticiper ça? Et donc, on sent que à tous les échelons du pouvoir, que ce soit au sein d'une entreprise, au sein d'une région, au sein d'un pays, ou même au sein de l'Europe, qui est capable encore de diriger le marché de l'emploi? Je pense pas grand monde. Et donc, il faut inverser pour moi cette logique et repartir des besoins du terrain, et donc des besoins des travailleurs, et savoir comment eux envisagent leur fonction dans leur entreprise avec les ressources qui leur sont disponibles. Et ça, c'est le vrai challenge de demain, parce que ça demande énormément d'intelligence collaborative, de prendre le temps, énormément de communication, comment mêler les besoins du terrain qui sont réels. Évidemment, si tout le monde fait ce qu'il veut, à un moment, on part dans tous les sens, donc il faut quand même une guideline et un certain leadership. Mais je pense qu'aussi, on peut créer des petites cellules, des petits biotopes au sein de chaque projet qui font qu'on crée une spirale positive plutôt que d'essayer de diriger les gens vers un changement qui fait peur. Or, je pense qu'il y a pas mal de théories prouvées là-dessus, et ceux qui auront pris leur sac à dos pour partir voyager un petit peu auront compris que sortir de sa zone de confort est bien plus salvateur que 6 ans d'université. Et 6 ans d'université ne préparent pas toujours aux besoins du marché, puisque le marché évolue tellement rapidement. Et donc, toutes ces questions en suspens doivent être abordées en petit comité au sein des entreprises et laisser une confiance, une autonomie, une diversité pour affronter ces challenges du marché du travail de demain. Super. Merci beaucoup Christophe. C'est vrai que ça retourne à cette connaissance de soi en fait pour trouver sa place qui est vraiment essentielle. Et cette recherche de bon sens et de plaisir à se lever et aller travailler. C'est ça. Et de voir, comme on l'appelle en neurosciences, c'est ce qui est les motivations primaires. Qu'est-ce que j'aime faire sans besoin de reconnaissance ni de résultats? Et c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. C'est ce que j'accompagne aussi dans les entrepreneurs que j'accompagne. C'est vraiment retrouver cette essence même qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de les applaudir. Il n'y a pas besoin de résultats pour être content de ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment important. Et ça passe par une connaissance de soi qu'on n'a pas appris. Et une question que j'aime beaucoup que tu as posée et que je pense qu'il est intéressant pour que chacun d'entre nous puisse se la poser, c'est si j'ai en fait tout l'argent nécessaire. Si j'ai tout l'argent nécessaire et que l'argent n'est plus une nécessité en soi, qu'est-ce que je fais? Et je pense que si chacun se pose cette question-là, chacun peut trouver vraiment l'essence de ce qui lui fait plaisir. Et une fois qu'on est dans le cœur de son talent, dans le cœur de son plaisir, en fait, les choses se mettent et l'argent vient. Et alors que chercher l'argent à tout prix, pas toujours, on aura une suite. Non. Bon, ça va peut-être être complété, en effet, mais c'est vrai que des structures comme Smart permettent à ce que l'argent vienne durant cette phase de transition qui permet de trouver sa place. Donc voilà, je passe la parole pour voir quelles sont vos clés d'avenir dans cette direction-là pour trouver sa place. J'apprécie beaucoup votre optimisme et c'est sincère, j'y adhère, même si je serais un tout petit peu plus mitigé sur un point qui me permet d'introduire mon propos, c'est que cette crise a permis, c'est le premier constat que je fais, c'est le sociologue François Dubé, quelques jours après le début du confinement, avait publié une tribune dans Le Monde où il indiquait à quel point le confinement, justement, avait été un révélateur des inégalités sociales. Il y a une grande différence entre ceux qui ont été confinés comme moi dans des très bonnes conditions, dans une maison avec leurs proches, avec un jardin, et puis tous ceux qui n'avaient même pas de balcon. Donc on voit bien, cette crise elle a permis de révéler des inégalités qui préexistaient à la crise. Et dans le domaine du travail, de l'emploi, de l'activité économique, c'est exactement la même chose. Et je crois que une chose que j'ai pu, moi, observer, c'est à quel point l'économie informelle existe toujours. Bien sûr, dans certaines parties du monde, elle est même prépondérante. Dans la partie occidentale, elle est moindre, mais elle existe toujours. Et dans cette période de crise, on a pu s'apercevoir à quel point ce qui était difficile, c'est de prendre en compte tous ceux qui n'étaient pas directement, officiellement dans le marché du travail, mais qui le sont. Simplement qui ne travaillent pas de manière déclarée ou qui ont des petits boulots ou qui ont des jobs aléatoires, enfin
des choses qui sont très, très aléatoires. Alors la première idée qui me vient par rapport à l'après, c'est celle de, et ça a déjà été dit juste avant moi, c'est d'aller vers plus d'universalité dans les systèmes de protection sociale, et c'est aussi de déconnecter l'accès à la protection sociale du statut d'emploi. Je crois qu'on a fait le tour de cette période où on pouvait uniquement penser un système de protection sociale lié à un emploi, notamment parce qu'on change souvent de catégorie d'emploi, on passe d'un emploi salarié à un emploi d'indépendant, on passe du travail intérimaire à des missions, même certains fonctionnaires maintenant quittent la fonction publique pour aller dans le privé. Enfin, disons que le caractère linéaire de l'emploi touche à sa fin, et donc il y a tout un intérêt à être plus dans une forme de portabilité des droits qui soit liée à la personne, mais pas forcément au statut d'emploi. D'autre part, on l'a vu aussi pendant la crise, le travail important qui est mené en dehors de l'emploi, le travail hors emploi, c'est-à-dire le travail y compris du soin, du care, l'importance que ça a, la solidarité de proximité. On le voit bien, la nécessité aussi de faire reposer l'équilibre de nos sociétés sur des formes d'activité qui ne sont pas uniquement liées à un emploi. Et donc il est important qu'une forme de prise en compte d'un pilier universel de protection sociale puisse prendre en compte tous ceux qui aujourd'hui sont utiles à notre société en dehors de l'emploi. La deuxième idée qui me vient et qui me paraît importante et qui est née aussi à l'observation d'un nombre important de mon travail, c'est d'observer les travailleurs freelance, travailleurs autonomes, c'est leur capacité à proposer des innovations organisationnelles. Ils ont été extrêmement forts à rebondir tout de suite. J'ai vu par exemple des formateurs indépendants qui étaient tout de suite capables de proposer des formations en ligne. Enfin, il y a autour du monde des travailleurs freelance, des travailleurs autonomes, des capacités en termes d'innovation organisationnelle qui doivent pouvoir se diffuser sur l'ensemble des organisations du travail et qui sont une source d'inspiration. Et puis la troisième et dernière idée, c'est d'accéder à cette soif de liberté qui est celle à la fois de la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, mais qui au-delà est aussi celle de beaucoup de travailleurs qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans une vision du travail qui est toujours liée à une forme de subordination plaquée, exacerbée, qui n'a plus de sens. Et donc il est, de mon point de vue, intéressant de réfléchir à des formes de protection sociale et d'emploi et de salariat au-delà de la subordination, de ne plus conditionner l'accès à la sécurité uniquement en fonction de cette subordination et d'accéder d'une certaine manière à cette soif de liberté qu'ont de plus en plus de personnes qui souhaitent s'engager dans le marché du travail. Merci. Super, ben merci. Je retiens vraiment 3 mots importants de ça. C'est ce côté de portabilité, flexibilité, liberté. Et donc de voir comment est-ce que chacun peut se ressentir comme une personne ressource qui peut en fait faire différentes formes d'emploi, qui soient rémunérées ou pas, sachant que même être mère de famille en fait est un emploi aussi en soi, et il y a plein d'autres métiers comme ça. Donc pouvoir se reconnaître dans cette flexibilité du travail. Très intéressant, merci. Alors Michel on a une vidéo, on a fait l'interview de Rudy Arnout comme Michel le disait. La vidéo est accessible sur notre événement Facebook ou sur la page Extrapreneur et Club of Brussels. Vous pouvez la regarder version courte ou version intégrale. Et là, Michel va ressortir vraiment 5 grandes 5 clés. takeaways. Voilà, Donc, bullet points pour compléter. Passer du job taker vers job maker. C'est-à-dire, ça va vraiment dans la direction de ce que vous dites, de plus d'autonomie, plus de kiff, en fait, pour qu'on se lève, pour qu'on soit quelque part plus en amont de la création de valeur, hein, plus de freelance, plus d'autonomie. Donc ça, c'est la première chose. Plutôt que d'attendre pour rentrer dans une case, on va quelque part prendre les devants pour amener de la valeur qu'on peut amener unique. Et on en parlera tantôt d'ailleurs avec les artistes. C'est un grand truc. C'est comment rapprocher le monde des artistes avec leur créativité dont on a tant besoin. Alors,
il y a aussi quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de cette liberté, qui est proche de ce que tu disais, Sandrino, plutôt que de discuter congé, salaire, package, bagnole, plutôt avoir un package de décider comment on a envie de travailler, quels espaces on veut se créer, plus de flexibilité, en tout cas tous les jeunes de ta génération et la génération Z de nos enfants qui vont dire, tu sais quoi, moi le CDI, t'es gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux pouvoir, c'est amener de la valeur un certain temps à un certain projet, et puis prendre 6 mois sabbatiques, continuer à me former, faire rentrer dans ta case, que j'aime beaucoup finalement, c'est très pragmatique, hein, un peu de service civil, du soin, du care, de s'éduquer, éduquer, et d'aller vers quelque chose qui contribue réellement au tissu social, qui est finalement le lien de toute la société, on sait, et qui est aujourd'hui gravement en danger. Donc c'est un changement de paradigme colossal. Hein, la génération Y, c'était et qu'est-ce que je reçois comme bagnole? La génération Z, c'est ce que j'ai une flexibilité de bouger, de faire. Voilà. Ensuite, plus indépendant, plus indépendance. En tout cas, créer de la valeur dégénérative. Tu imagines le lapsus, pas dégénérative, mais régénérative, sociale et environnementale, et s'engager. Donc il y a un package également, et ça c'est vraiment cette notion de l'entreprise de demain sera une entreprise engagée qui crée de la valeur sociale, sociétale. Oui, Christophe, on ne s'est pas trompé. Hein. Et d'ailleurs, en plus, l'entreprise qui est engagée socialement, environnementalement, est plus attractive pour les talents et plus attractive pour les clients. Ça, on s'en est rendu compte aussi. Donc, quelque part, on ne perd pas le nord non plus en disant, voilà, mais finalement, est-ce que ce temps investi, est-ce qu'il rapporte? Oui, il rapporte. Voir partir des talents, ça coûte horriblement cher. Hein. Et on a encore des dirigeants aujourd'hui qui disent, tu sais quoi, moi je ne me casse pas la tête, je préfère encore aller piquer les profils chez mes concurrents. Mais c'est un très mauvais calcul. Alors, travailler beaucoup plus sur l'output, sur l'objectif, que sur l'input. Le 9 to 5 va switcher vers objectif temps, objectif qualitatif. Tu t'organises comme tu as envie, chez toi, ailleurs, coworking ou ailleurs. Donc, beaucoup plus sur l'objectif. Et alors, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus pragmatiques, plus nomades, et ils sont tout à fait non dogmatiques. Donc on sort du dogme et de la croyance un petit peu de papa, en fait, hein, où on sort et on sort des clous. Voilà, mais en tout cas, on est dans une vraie convergence d'intérêts. Voilà, Sarah. Super, merci. Alors là, je vais faire l'honneur au public qui pose déjà une question, vu qu'ils ont été tellement proactifs. Je vais les mettre à l'honneur en posant d'abord leurs questions. Ça les touche, hein? Oui. Oui, et je fais un effort parce que j'en ai aussi, mais voilà, je vous fais passer avant. Et donc leur question, c'est les travailleurs des plateformes en ligne furent en première ligne lors de la crise. Alors comment mieux les protéger? C'est Antoine Masquelin qui pose cette question-là. Qui a envie de répondre? Ah oui, voilà, allez-y. Car sharing et autres, Uber Eats. Oui. Voilà, toutes ces différentes... Des demi-faux vrais indépendants, en fait. Hein. Bon, en fait, la crise n'a pas apporté grand-chose de neuf. On le savait. Hein, on savait que c'était des travailleurs fragiles. On savait que c'était des travailleurs qui étaient dans des situations mal réglées. Et mal réglées pour une chose qui est quand même très paradoxale, c'est que quand on pense travail, on a une vision du travail qui correspond à finalement une toute petite période dans la vie de l'humanité. C'est depuis la révolution industrielle. Or, la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, qui est notre modèle très fordiste, ou celui des temps modernes de Chaplin, il est en train de définitivement disparaître. On vit vraiment ces dernières heures. C'est un accident de l'histoire. Mais tout est toujours basé là-dessus. Notre sécurité sociale est sur ce modèle. Et le travailleur de plateforme, c'est finalement la disruption de ce modèle classique, mais qui est en train de mourir. Alors, la solution n'est pas évidente à inventer, parce que les besoins de financement sont colossaux, mais ils sont l'avant-garde de ceux qui, à la fois, sont en train de définitivement enterrer le système, et de ceux qui montrent quelle est la possibilité, à la fois très positive, d'un travail qui peut faire sens, qui se fait en autonomie, etc., ou à l'inverse, du travail comme il a été depuis la création de l'humanité jusque peut-être au début de la révolution industrielle, qui est du travail payé à la tâche,
Et ça, c'était l'avantage du salariat, évidemment. C'était une forme de confort qui est en train de mourir aussi. Donc c'est extrêmement paradoxal. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'effectivement, ce travailleur de plateforme, il est l'incarnation absolue du chantier auquel il faut s'attaquer. Ok, donc comme une forme de clé d'avenir aussi pour le milieu du travail. Ok, merci. Mais si je peux compléter, réagir, je trouve qu'ils sont venus aussi en soutien énormément aux entreprises et aux travailleurs, y compris de première ligne. On applaudissait, qu'on appelait nos héros pendant qu'on en a le plus besoin, mais qu'on est incapable de valoriser à juste titre pendant les périodes hors crise, hors urgente. Et donc je trouve que ces travailleurs de plateforme, ces nouveaux indépendants flexibles, hybrides, qui ont plusieurs fonctions, plusieurs casquettes, et qui sont payés à la mission et non pas pour un CDI, ont permis d'adapter beaucoup plus facilement le travail des entreprises parce qu'ils venaient répondre à une demande urgente, d'un besoin d'adaptation urgent au moment où on n'avait pas les ressources en interne. Et je pense que comme les crises vont se succéder, et qu'on va d'autant plus avoir besoin d'avoir accès à des ressources dont on ne payera pas un CDI parce que la taxation fait qu'aujourd'hui, si on a besoin d'un graphiste, on va peut-être pas le prendre en interne alors qu'on va l'utiliser pas autant que le comptable, par exemple. Et donc, il faut pouvoir sortir de ce schéma de tout intégrer en interne, mais par contre de travailler par Biotope, par Mangrove, pour faire un petit clin d'œil à Extrapreneur. Mais, une décentralisation, en fait. Voilà, une décentralisation où on a un projet, on a une mission. Ces gens ou ces chefs de projet peuvent faire appel aussi à des externes qui payent très bien. Enfin, je veux dire, il faut évidemment mettre des barèmes et normer tout ça pour qu'ils puissent avoir accès à la sécurité sociale et qu'ils soient reconnus et qu'ils puissent être couverts pendant les périodes où ils trouvent moins de travail. Comme via la Smart, par exemple. Voilà. Et donc, on doit, je pense, favoriser, y compris fiscalement, ce genre de mécanismes qui permettent d'aller chercher les ressources dont on a besoin au moment où on en a besoin et que ces gens puissent promotionner leur savoir à travers des réseaux auxquels toutes les entreprises et tous les entrepreneurs ont accès. Ok, super, merci. Sandrino Et je voudrais compléter un peu par un propos peut-être un peu décalé sur cette question. Moi, je crois que ces fameux travailleurs des plateformes, c'est une chimère. C'est-à-dire que il n'y a rien de nouveau. Ils occupent des fonctions et des métiers qui préexistaient à l'existence de la modalité qui est une plateforme numérique qui permet d'accéder à un service, par exemple, de livraison ou de transport. Mais il existait des chauffeurs de taxi avant Uber et il existait des entreprises de fabrication, des grandes enseignes dans le milieu de la pizza, par exemple, qui faisaient des livraisons et qui continue à exister aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est une forme d'alliance objective entre des États qui ont été tétanisés ces 20 dernières années par la question de la gestion du chômage de masse, c'est vrai, est devenue centrale dans le débat public, cette lutte contre le chômage de masse, au point de céder à des sirènes, excusez-moi de faire un peu de politique, mais néolibérales, qui consistaient à dire la solution, c'est de faire exploser les systèmes de protection sociale et, par exemple, puisque c'est le cas en Belgique, même si aujourd'hui c'est remis en cause, par exemple, d'une certaine manière, de légaliser le travail non déclaré. Le statut qui fragilise les travailleurs des plateformes de Uber ou de Deliveroo, pour prendre ces deux exemples, c'est la création d'un dispositif, les lois de Croc, qui autorise la rémunération de personnes sans contrat de travail, sans déclaration, sans fiscalité. Et donc c'est la légalisation du travail au noir, pour pas dire une forme de retour à des formes esclavagistes du travail. Et donc le vrai problème, c'est pas l'existence des plateformes, c'est pas les services qu'elles rendent. Je suis d'accord, on s'est aperçu qu'elles pouvaient d'ailleurs rencontrer une forme d'utilité sociale ces derniers mois. En soi, c'est pas de ça dont il est question. La vraie question, c'est de savoir si on accède, on adhère au fait qu'elles puissent disrupter le marché du travail en faisant exploser nos systèmes de protection sociale. Ok.
Ça, c'est une grande question qui mériterait un grand débat à lui tout seul, il me semble. Mais merci de le soulever. Jeroen, vous vouliez aussi intervenir? J'aimerais quand même tourner ce message en positif. Je crois que pour le futur, nous cherchons quelque chose entre les CDI et l'indépendance. C'est vrai que l'indépendance est fragile, mais c'est aussi vrai que le CDI lie la protection sociale à un seul employeur. Et je crois que c'est devenu quasi impossible et qu'il va falloir évoluer vers des écosystèmes de ceux qui vous offrent des missions, des projets, parmi lesquels vous pouvez vous orienter. Un tel écosystème pourrait être, donc on a l'exemple à Asselt du Corda Campus, un écosystème pourrait être aussi une ville qui essaye de s'organiser autour d'un thème comme les soins de santé. Ça pourrait être aussi d'une série d'entreprises qui travaillent sur la mobilité, une entreprise de manière technologique, l'autre plus en termes de services. Mais je crois que les écosystèmes vont devoir garantir la sécurité à ceux qui adhèrent à cet écosystème. Et donc, non pas liés à l'individu, l'indépendance, mais aussi non plus liés à un seul employeur. Ok, très intéressant. Oui, on revient vraiment à cette idée de la personne ressource, en fait, et ça apporte une forme de solution par rapport à comment, je voulais dire, comment est-ce qu'on pouvait passer vraiment à ce côté de personne ressource, c'est voir comment est-ce que ces plateformes pourraient peut-être être aussi une opportunité pour avoir une multiplicité de projets, d'employeurs et offrir ces ressources et ces compétences. C'est bien ça? Comme oui, une des pistes que... C'est bien ça, ok, j'aime bien. Et même par extension, pour les employeurs, l'employeur aujourd'hui a une tâche qui le rémunère et qui fait que son entreprise est prospère, mais demain, il doit évoluer et donc il doit engager d'autres types de profils. Et donc ça doit aussi être valable pour lui d'adapter son business model rapidement avec des profils. En fait, on en vient un peu au modèle de la Smart qui pourrait être aussi un modèle d'avenir où là, justement, ce sont des personnes qui ont plusieurs clients et sont sur la plateforme Smart et qui peuvent faire de la création de valeur multiples et pas uniquement dans le domaine dans lequel ils ont créé leur société au début. Voilà, tout à fait. Alors, tu nous dis qu'il y a le public qui est hyper actif, c'est génial, continuez. Oui, continuez à envoyer vos questions, vos propositions. Alors, on a évidemment le monstre du Noclès qui est ressorti, qui est la question du revenu universel. Donc, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que ça ne favorise pas le temps de travail à temps partiel? Donc, voilà, 2 ou 3 personnes à la place d'une personne pour le même travail. Moins de pression au travail, donc plus de plaisir. Et je reprendrai à l'idée de superposer la création de parcs d'amusement. Je répète, fausse bonne idée. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Peut-être, je sais pas si... C'est une grande question, quoi. Le revenu universel, ça revient une fois de temps en temps. Est-ce que ça fonctionne en vrai? Parce que, est-ce que ça a déjà fonctionné en vrai? Est-ce que ça peut être une vraie bonne idée plutôt qu'une fausse bonne idée? Alors, c'était sous-jacent à mon propos quand j'indique que de mon point de vue, il faut aller vers plus d'universalisme dans les formes de protection sociale et qu'il faut déconnecter l'accès à la protection sociale de la question de l'emploi et prendre en compte reprendre en compte d'une certaine manière l'utilité sociale du hors-emploi. On en a parlé, c'est le travail domestique, c'est le care, c'est les solidarités de proximité, c'est l'engagement dans la vie associative, c'est des tas de choses, c'est l'éducation des enfants, enfin, c'est énormément de choses. Eh bien, évidemment, la question du revenu universel apparaît comme une évidence. Ça fait longtemps, en ce qui me concerne, que je crois que c'est le pilier qu'il nous manque pour inventer une protection sociale pour tous, compatible avec l'évolution de nos sociétés. Et donc, ça me paraît évidemment la meilleure des solutions. Est-ce que ça marche? La question ne se pose pas. Quand on a créé la sécurité sociale, au-delà, le lendemain le Conseil national de la résistance en France a créé la sécurité sociale pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. La question n'était pas de savoir si ça fonctionne, la sécurité sociale. La question est de savoir si c'est bien de le faire et si on le fait parce que ça a une utilité, parce que ça correspond à un projet de société. Évidemment, ça peut marcher si on décide que ça marche.
Bon, il nous reste quelques minutes, sur ce sujet-là. Il faut, à mon avis, éviter à tout prix l'inactivité. Mhm. Il faut équilibrer l'activité avec les ressources qu'on a en tant que pays, mais il faut éviter l'inactivité. Et les parcs d'amusement sont notamment là pour faire découvrir aux gens leurs talents, leurs intérêts, permettre l'échec et donc inciter l'activité. Parce que être inactif, sans condition, et tout simplement offrir cette parachute dans le contexte économique devant lequel on se retrouve, ça n'est plus réaliste du tout. Ok, mais donc c'est vaste, hein, parce qu'on est job maker, job taker. C'est aussi en lien avec cette question-là, l'aspect psychologique de ça. Mais j'ai une question très pragmatique. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des expériences qui ont été réalisées? Si oui, dans quelle ville avec le succès? Est-ce que tu as une vue là-dessus? Il y a eu quelques expériences qui ont été menées, mais elles sont partielles, réduites. Et la difficulté, c'est, comme le dit Sandrino, c'est que c'est un modèle global. Alors les expériences qui ont été faites, entre autres dans les pays nordiques, c'était des exemples à l'échelle soit d'une entreprise, soit d'une ville, sur une durée donnée, dans un système existant. Et malheureusement, ça a été un échec. Parce que c'est une philosophie qui est radicalement différente. Alors, je ne sais pas si pour autant c'est une bonne ou une mauvaise idée, je ne prononce pas, mais en tout cas, il faut savoir que c'est un saut qui est à faire, ou pas. Ce sont vraiment des choix de modèles d'organisation sociale. Et aujourd'hui, on ne peut en tout cas pas se baser sur les exemples qui ont été commis pour en tirer une conclusion positive ou négative. Au moins des leçons, en tout cas, pour la prochaine expérience. Pas même une leçon. Non. Pas même une leçon. Pas même une leçon, non, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un autre modèle. Alors ce sont vraiment des choix, c'est exclusif. Ok. Il y a aussi la question du financement de ce revenu universel. Déjà, si c'est vraiment universel, ça voudrait dire qu'il faudrait une coalition internationale, ce qu'on n'arrive déjà pas à faire pour aucun autre sujet. Et de deux, on n'arrête pas de parler de revenir au local, et ici on essaie de chercher une solution globale avec presque 200 pays. Donc moi j'y crois pas sous ces formes-là. Par contre, quand on voit aujourd'hui l'inefficience de l'impôt, donc on paye tous énormément d'impôts, particulièrement en Belgique, pour assurer les services publics, pour réinsérer les gens, pour les rendre actifs, etc., etc. Si on mettait cet argent-là dans un revenu de base où chacun peut se permettre d'au moins assouvir ses besoins primaires, on peut reprendre la pyramide de Maslow, je pense que la manne d'argent aujourd'hui est suffisante pour le faire. Après, il y a peut-être des gens qui veulent plus que ça, et eux doivent pouvoir avoir accès à une rémunération complémentaire en parallèle de ce système. Mais je pense que si on faisait des calculs sur aujourd'hui la manne financière qui permet de payer la sécurité sociale, etc., qui permet aux gens d'être actifs sur le marché de l'emploi, et marché de l'emploi au sens large, hein, une mère au foyer pourrait être considérée comme un emploi, puisque de toute façon, si elle doit aller bosser 40 heures semaine pour une boîte où de toute façon elle n'a aucune affinité, ça va coûter plus cher à la société, rien qu'en frais médicaux. Et donc aujourd'hui, je pense que ça permettrait un équilibre et cette ouverture d'esprit sur, ok, maintenant que je n'ai plus besoin de devoir travailler pour cette société-là qui m'engage et qui me permet d'avoir un certain niveau de revenu, alors je pense que tout s'ouvrira et on aura une autre dynamique. Et voilà, est-ce que ça marche pas? On ne le sait pas, mais pourquoi pas essayer alors qu'on est au bout du système? Ok, super. On va clôturer bientôt dans une minute. J'ai quand même un truc qui me travaille quand même pas mal par rapport à ça. Je vois qu'on rame hein, pour ce sujet. Hein. C'est pas un sujet facile. Hein. Par rapport aux autres, ça tombe assez vite en place. On tombe dans un canevas où finalement ça touche tout le monde. Et c'est le sujet, je trouve, qui a le moins de maturité de tous les sujets qu'on a traités jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment pas de votre faute. Hein. C'est pas une faute. Hein. C'est ça, moi, je constate qu'effectivement, on a peur de perdre l'acquis. Et entrer dans un nouveau mode de fonctionnement qui demande une autonomie, qui demande un esprit d'initiative, comme dit Rudy, create value, c'est un vrai grand écart. Et surtout, et c'est un peu mon inquiétude. C'est un mindset, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, c'est ça qu'on entend avant tout. Donc c'est un putain de chiffre de mindset, hein. Excuse-moi du mot, mais c'est vraiment... Et alors, mais du coup, quand je vois l'état psychologique des gens aujourd'hui en sortant de ce confinement, je ne suis pas rassuré en fait.
Quand on voit les chiffres de Gallup, 30% de personnes qui aujourd'hui au travail souffrent de faiblesse psychologique, burn-out, stress et autres, dépression, ça a doublé. Donc on est à, pardon, pas doublé, on est à 50% de la population qui est aujourd'hui affaiblie psychologiquement. Est-ce qu'on On va a vu le taux de pouvoir suicide aussi, qui en 3 ça mois était plus grand qu'en un avec an l'année une passée. population qui est à ce point en fait atteinte? Et peut-être le tour de bon, je ne veux pas plomber l'ambiance, au contraire. Tu l'as fait, mais très bon, c'est grande pas fois, grave. je mais- l'ai fait. On va se rattraper à la pause et surtout on va se rattraper après. Sur Ouais, on le va se sujet, rattraper avec leurs un minutes. sujet qui sera pétillant et qui va ouais, nous- c'est ça. voilà, hein, qui est le sujet du sport, de l'art et de la culture. Espérons Mais, qu'il aille mais mieux. c'est oui. peut-être ça finalement, là, peut-être que la réponse, on pourra aller à la trouver. Et c'est pour ça qu'on a invité quelques. Voilà, mais pour le tour final, cette sauce-là, je crois qu'il faut être pragmatique. À cette sauce-là, quel pourrait être le mot de la fin? Votre mot final Le mot positif, final, constructif, oui, mais non, mais aussi pragmatique. Je crois concret. qu'il faut pas se Oui, leurrer c'est non ça. plus. Mais en même temps réaliste, évidemment. C'est le but. Hein. Un dernier tour final. Vous avez, le mot de la fin. on vous laisse oui, 1 minute à chacun pour vraiment conclure Jérôme. votre mot de la fin, avec quoi vous voudriez que le public ici présent et en ligne, sachant que hier on a eu plus de 6000 personnes qui ont vu le panel d'hier, donc vous avez une belle audience. Oui, ça a cartonné hier. Hein. On Et- a battu les records, il paraît, de Rise for Climate et des Congolais pour l'anniversaire d'ici. Donc, Donc voilà, les gens le revoient en est-ce streaming, que c'est etc. grâce à C'est Hugo? Est-ce que c'est grâce à toi, Sarah? Ou grâce à vous? peut-être le mot grâce de à la toi fin. aussi. J'ai besoin de 10 secondes, hein, donc je Ah. répète. Que l'efficacité à chaque fois. 600 jours pour tout le monde, en tant que professeur ou en tant que soigneur. L'idée du service communautaire, donc. Ok. Merci. Merci. Vraiment. C'est des tellement grandes mutations ce qui était proposé dans le revenu universel qui n'est qu'une modalité quelque part. Pour moi, il faut, à cet horizon de 10 ans, être beaucoup plus modeste. Et donc quand je disais réunifier, créer un seul statut, c'est une refonte en fait de notre système de sécurité sociale. Et d'autre part, offrir à chacun un poisson pilote, et ça démarre presque en maternelle, pour l'accompagner dans sa vie professionnelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est l'ikigai qui démarre là très tôt. Il y a des cultures dans lesquelles c'est présent, entre autres dans l'enseignement anglo-saxon. Ça commence dès la maternelle. On intéresse les enfants à s'identifier dans ses forces et à voir comment il peut se projeter pour avoir un impact dans la vie, sur la société, sur sa famille. C'est quelque chose qui est absent chez nous dans notre culture occidentale européenne. Non, on donc le ça, fait, nous, au centre à Simoulin, par voilà, exemple. mais donc on vient trop tard. On le fait quand la tasse est cassée, quand le café est renversé. Donc c'est quelque chose qu'il faut renverser dès le départ. Donc c'est dès le plus jeune âge. C'est pour ça que j'avais une attention particulière sur l'enseignement. La refonte avec un seul statut unique, c'est la révision de notre modèle de sécurité sociale, mais sans parler de revenu universel. Et troisième, c'est offrir effectivement un poisson pilote. C'est à chaque individu et à chaque entreprise pour effectivement donner du sens. C'est ça qui est vraiment manquant, c'est le sens. Mais- Et ça, malheureusement, tout seul, on est incapable de se trouver du sens. On aime bien les Ok. images du monde animal, le poisson pilote, on retient Arnaud, merci. Et c'est aussi un projet, la dimension de Dolph Academy, qui était en fait suite au workshop qu'on a fait chez Agoria, le peer-to-peer learning. Et pour l'instant, je donne le même programme à la VUB Visualist College. Et j'ai trois jeunes, 3 étudiantes qui sont en train de créer une plateforme de mentoring, effectivement, de mentoring croisé, reverse mentoring, qui va faire ça. Donc effectivement, c'est dans l'air du temps. Merci de nous Merci. donner du courage. Ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est l'humilité de se faire accompagner, que j'entends aussi. Qu'on est dans un monde assez changeant et qu'en fait, c'est par l'accompagnement extérieur qu'on peut trouver du sens, qu'on peut trouver sa place. Et c'est vrai que c'est peut-être pas une habitude qu'on a toujours eue dans les années précédentes et qu'il est peut-être urgent d'oser mettre en place maintenant. Et imaginez aussi apprendre des choses de gens plus jeunes que nous. Ils vont nous apporter beaucoup de choses. Mais je vais essayer de réunir ces idées. C'est oser changer, oser le changement, pousser le changement, faire des partenariats inattendus, arrêter de se baser sur ces hypothèses qui sont fausses, sur un modèle qui est à bout de souffle, qui s'écroule. Les résultats, les études le prouvent, plus personne ne s'y retrouve. Il n'y a plus qu'une élite qui en profite et qui dirige et qui n'a pas envie de changer puisque ils sont au top de la pyramide et ils chient sur tout le monde. Donc il faut changer le système, inverser la pyramide et permettre réellement à ceux qui peuvent stimuler ce nouveau modèle, peu importe dans quelle direction il part, de le faire avancer avec ses pairs en partenariat pour tirer un maximum de monde vers le haut et cette multi-création de valeur. Donc c'est pas parce qu'on fait du business qu'on ne peut pas faire du social.
et faire de pair, soutenu en partenariat public-privé. Donc là, j'entends aussi un vrai appel à la politique citoyenne, en fait. Bien sûr. Mobilisons-nous, quoi. C'est à nous, les citoyens, de commencer à créer un peu notre réalité. On va pas attendre d'en haut que ça change parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. Donc, Et si on le fait pas maintenant, c'est le climat qui va nous l'imposer, donc qu'on y aille. ils le montrent déjà bien, oui. Voilà. Voilà, super, Merci merci. Christophe Sandrino. Oui. Je dirais, pour compléter, restaurer le travail, le goût du travail en dehors de l'emploi, de son enfermement, l'enfermement du travail dans l'emploi. Restaurer le travail, c'est aussi prendre en compte toutes les formes de travail, y compris le travail hors emploi, qui me paraît extrêmement important. Et une des clés pour y arriver aussi, qu'on a peu évoqué, et donc je terminerai là-dessus, c'est partager l'emploi. Et je crois que là, il y a des sondages qui viennent de sortir sur l'après-confinement. Beaucoup de gens aspirent à une réduction du temps de travail. Je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant. En réalité, on devrait parler de réduction du temps d'emploi, parce que pour beaucoup, réduire le temps d'emploi ne signifie pas l'oisiveté, ça signifie pouvoir s'investir dans d'autres projets, dans d'autres activités. Et le travail, encore une fois, ce n'est pas que l'emploi. Ok, super, merci beaucoup. Donc vraiment aimer, inclure et partager le travail. Ça fait un Merci beaucoup slogan. à tous. Voilà. Un peu quand même déjà un applaudissement désormais. Merci. Découvrez l'écosystème d'idées, Du de futur dots, du travail. futur du travail. On va mettre le lien dans la vidéo. 7 Vortex, le chiffre 7 vortex.com, et on voit émerger très clairement. On a beaucoup de clés finalement qui sont ressorties, des clés extrêmement pragmatiques dans lesquelles, moi, qui ne seront pas, à mon avis, compliquées à vendre en fait. Du coup, Et on invite encore le public à pouvoir les compléter, que ce soit dans le chat ou en contactant Hugo. Bienvenue. L'idée, c'est une intelligence collective. Et voilà, et on retrouve de nouveau à deux mouvements, en fait, à un mouvement institutionnel structurel. En rouge, on voit qu'il faut bouger les clous, ouvrir des espaces concrets. Oui, ouvrir des espaces concrets, parc éducatif expérimental, revoir les statuts, revoir la façon dont on forme, dont on co-forme, dont on s'entraide également. Mais ça, c'est plutôt une dimension humaine. Et ce sont les bulles vertes. Il y a aussi vraiment quelque chose à faire au niveau de l'humain, de chacun, au niveau individuel et collectif. Je ne vais pas aller dans les détails ici, mais on sent qu'il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a une co-responsabilité de muter au niveau de nos postures, de nos attitudes, de notre autonomie à tous, individuellement et collectivement, plus collaborer, plus de liens, et effectivement bouger les clous de l'institutionnel. Voilà, on a dépassé un petit peu le timing, mais je propose 5 minutes de pause avant d'inviter nos invités pétillants à venir rejoindre ce panel. Merci un million de fois à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Et on vous enverra les notes pour que vous puissiez amender l'article qui sera publié ultérieurement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.